Il regarda par la vitre fêlée sa femme embrasser l'homme qui payait son salaire. Son rire transperça le crépuscule comme une trahison chantée en mélodie. Quelques minutes plus tard, un appel arriva. Son amant, son patron, avait été retrouvé inconscient dans une voiture accidentée près du ravin. Elle hurla en apprenant la nouvelle. Il resta silencieux, la regardant s'effondrer. Ce qu'elle ignorait, ce que personne ne savait, c'est que son mari avait fait en sorte que l'accident se produise. Mais ce n'était que le début. La vraie vengeance n'avait même pas commencé. Daniel Héroer ajusta son gilet de sécurité et vérifia une dernière fois son bloc-notes avant de se rendre sur le chantier. 20 ans comme inspecteur en bâtiment dans la banlieue de Détroit lui avait appris à remarquer les détails que les autres ignoraient. Boulons desserrés, fondation instable, infraction au code caché derrière la peinture fraîche. Il se targuait de repérer ce qui ne devrait pas être là. Il n'aurait simplement jamais pensé avoir besoin de ses compétences à la maison. Mélanie était différente depuis des mois. Des baisers froids qui ressemblaient à des obligations, des appels téléphoniques qui s'interrompaient dès qu'il entrait dans les pièces, des soirées tardives à des conférences d'entreprise qui n'apparaissaient jamais sur son agenda. Elle travaillait aux ressources humaines chez Techflow Systems, la même entreprise où son patron, Eli Cranston, était directeur régional. Le monde est petit, avait-elle dit lors de leur première rencontre. Trop petit, commençait à penser Daniel. L'enregistreur vocal était assez petit pour se glisser dans son sac à main. Achat électronique de $20 en magasin, espèce uniquement. Il se sentait mal en le faisant, mais l'alternative était de devenir fou à se poser des questions. 3 jours plus tard, il écouta l'enregistrement dans son camion devant un chantier. Mélanie dit, « Chérie, il se doute de quelque chose. » Eli dit, « Danny est trop confiant. » Il l'a toujours été. Le rire d'Eli fit serrer les mains de Daniel au volant. Eli continua, « Et puis, qu'est-ce qu'il va faire? Ce type a du mal à payer son prêt immobilier sans mes lettres de recommandation. » Mélanie dit, « Je me sens parfois coupable. » Eli dit, « Tu te sentiras mieux quand on sera à Cabo le mois prochain. » Rien que tous les deux. Daniel rembobina et rejoua. Cabo le mois prochain. Juste nous deux. Il rentra chez lui en silence, l'esprit brouillé par ses calculs. Mélanie gagnait $62 000 chez Techflow. Son salaire d'inspecteur atteignait à peine les $45. Ils avaient peut-être $3 000 d'économie. Cabo ne se faisait pas à ses frais. Ce soir-là, Mélanie annonça qu'elle donnait un dîner-conférence en ville. Le truc trimestriel de Techflow. Discours ennuyeux, poulet en caoutchouc. Elle l'embrassa sur le front comme s'il était son frère. Ne m'attends pas. Daniel attendit exactement 30 minutes, puis le suivit. Le restaurant était chic, le genre d'endroit où les pâtes coûtaient $20. Par la fenêtre, il les remarqua immédiatement. Un box d'angle, trop près l'un de l'autre, la main sur sa cuisse. Eli Cranston, 45 ans, marié et père de jumeaux, les tempes grisonnantes, mais toujours aussi beau, avec ce côté cadre que les femmes semblent apprécier. Le patron de Daniel, l'homme qui signait ses évaluations, qui pouvait mettre fin à sa carrière d'un simple coup de fil. Il était assis dans son pick-up de l'autre côté de la rue et les regardait partager le dessert, la main d'Eli disparaissant sous la table, sa femme, avec qui il était marié depuis 12 ans, se penchait et murmurait quelque chose qui fit rire l'autre homme. À 22 heures, ils étaient dans la Mercedes d'Eli, les vitres embuées dans le parking. Daniel prenait des photos avec son téléphone à 3 places de distance. Le flash était éteint, mais le lampadaire lui suffisait. Il aurait pu les affronter, taper à la vitre, faire une scène et tout arrêter sur le champ. Au lieu de cela, il rentra chez lui et imprima les photos sur sa vieille imprimante à jet d'encre. Puis, il resta assis à la table de la cuisine jusqu'à l'aube, contemplant les images et planifiant. Mélanie rentra à minuit, prétextant que le dîner avait duré trop longtemps. Elle prit une douche immédiatement, effaçant les preuves déjà recueillies par Daniel. Elle dormit de son côté du lit, dos à lui. Il resta éveillé à calculer la pression des freins et l'état de la route. Eli rentrait chez lui tous les soirs par la Highway 24. Même itinéraire, même heure. Le virage près de Riverside Park était réputé pour ses accidents, surtout par mauvais temps. Il suffisait d'un léger réglage du réservoir de liquide de frein, ce qui pouvait provoquer une panne en cas de freinage brusque, le genre de problème récurrent sur les véhicules anciens. La météo annonçait de la pluie jeudi soir.
Daniel avait inspecté suffisamment de scènes d'accident pour savoir exactement comment leur donner un aspect naturel. Jeudi matin, il s'est déclaré malade et s'est rendu au parking de Techflow à l'heure du déjeuner. La Mercedes d'Eli était garée à sa place réservée, déverrouillée. Les cadres se sentaient toujours trop importants pour la sécurité de base. L'accès à la conduite de frein était simple. Daniel avait sa boîte à outils et savait exactement quoi faire. Une petite crevaison, à peine visible, susceptible de se rompre sous la pression, le genre de choses qui se traduirait par une fatigue du métal lors de toute enquête. Il avait terminé en 6 minutes. Ce soir-là, il était assis sur sa véranda avec une bière, regardant les nuages d'orage s'amonceler. Mélanie était partie pour une autre réunion tardive, mais il avait déjà vérifié. La voiture d'Eli était toujours au garage à 19h. Ils étaient probablement à cet hôtel du centre-ville, celui avec des tarifs horaires et un parking discret. Son téléphone a sonné à 21h47. Danny. Oh mon Dieu, Danny. La voix de Mélanie était éraillée par la panique. Il y a eu un accident, Eli. Sa voiture a quitté la route près de Riverside Park. Ils l'ont trouvé inconscient. Ils pensent que sa colonne vertébrale est endommagée. Daniel a marché sous la pluie, la laissant tremper à travers sa chemise. À quel point? Je ne sais pas. Je suis à l'hôpital général de Détroit maintenant. Les médecins ne veulent rien me dire parce que je ne suis pas de la famille. Elle pleurait, le son se mêlant aux parasites du téléphone de l'hôpital. J'ai besoin de toi ici. J'arrive, dit-il avant de raccrocher. Il resta sous la pluie 1 minute de plus, l'eau lui coulant sur le visage, et sourit. L'inspecteur Argentel est arrivé à Riverside Park à 6h du matin vendredi, 12 heures après l'accident. La Mercedes avait été remorquée, mais les traces de dérapage et les débris laissaient présager un accident. Le véhicule roulant vers l'est a perdu le contrôle dans le virage, a heurté la glissière de sécurité et a fait 2 tonneaux avant de s'immobiliser. Dans le ravin. Panne de frein, a déclaré le dépanneur en allumant une cigarette. Ça arrive avec ces voitures de luxe. Les propriétaires ne les entretiennent jamais correctement. Tel a quand même visité les lieux. 23 ans de service lui avaient appris à se fier à son instinct et quelque chose clochait. Les traces de dérapage étaient trop courtes. Si Eli Cranston avait roulé à la vitesse autorisée, il aurait dû y avoir plus de traces de tentatives de freinage. Il a pris note d'examiner le véhicule de plus près. À Détroit, le général Daniel a trouvé Mélanie dans la salle d'attente des soins intensifs, toujours vêtue de la robe noire de sa réunion. Son maquillage était taché, ses cheveux en bataille. Elle ressemblait exactement à ce qu'elle était, une femme qui avait reçu une terrible nouvelle concernant son amant. Daniel a demandé, « Comment va-t-il » Mélanie dit, « Fracture de la spasticité L2 et L3. Ils ont dû l'opérer 2 fois. » Elle s'est essuyé le nez avec un mouchoir. Les médecins disent qu'il pourrait ne plus jamais marcher. Daniel hocha la tête avec compassion tout en calculant les conséquences. Paralyser signifiait chômage. Être au chômage signifiait ne plus avoir d'influence sur la carrière de Daniel. Plus de vacances à Cabo ni de dîner coûteux. Daniel demanda, « As-tu appelé sa femme ?» Le visage de Mélanie se décomposa. Elle dit, « Elle sait qu'elle ne viendra pas ?» Daniel demanda, « Que veux-tu dire ?» Mélanie dit, « Barbara a demandé le divorce ce matin. Elle a emmené les jumeaux chez sa mère, dans l'Ohio. » Mélanie leva les yeux vers lui, les yeux rouges. Elle dit qu'elle préparait ça depuis des mois. Apparemment, je n'étais pas la première. Daniel ressentit une bouffée de satisfaction qu'il devait dissimuler. La vie d'Eli s'effondrait magnifiquement. Daniel demanda, « Et le travail ?» demanda Mélanie. Techflow mène une enquête interne. Ils ont suspendu l'enquête imminente sur sa conduite personnelle affectant ses relations professionnelles. Elle le dit comme si elle citait le jargon de l'entreprise. Maya Jensen, son assistante, avait apparemment documenté plusieurs incidents de comportement inapproprié. Daniel demanda, « Maya était au courant pour vous deux. » Elle était au courant pour nous tous. La voix de Mélanie était amère. Elle a monté un dossier pendant des mois, attendant le bon moment. Eli l'a toujours traité comme une ordure. Elle a dû décider de lui rendre l'appareil. Daniel émit des sons inquiets appropriés, tandis que son esprit s'emballait. Eli étant neutralisé et sa réputation détruite, la voie était libre pour la phase suivante. Il s'était renseigné sur les lois sur l'aliénation d'affection.
le Michigan les reconnaît encore, contrairement à la plupart. État. Un conjoint pourrait poursuivre un tiers pour ingérence délibérée dans leur mariage. Les sanctions financières pourraient être substantielles. Je dois m'occuper de certaines choses, dit-il à Mélanie. Pouvez-vous rentrer seul? Elle hocha la tête sans le regarder. Je veux rester encore un peu. Daniel se rendit directement au cabinet de Sandra Kroll, une spécialiste en droit de la famille réputée pour ses tactiques agressives. Ses honoraires de consultation s'élevaient à $300, une somme qu'il ne pouvait pas se permettre, mais un investissement pour l'avenir. L'aliénation d'affection est difficile à prouver, expliqua Kroll en examinant les photos que Daniel avait imprimées. Il faut des preuves d'ingérence délibérée, pas seulement d'infidélité. Quelque chose montrant que le défendeur a activement poursuivi votre femme avec l'intention de détruire votre mariage. Daniel lui tendit les transcriptions de l'enregistreur vocal qu'il avait préparé. Daniel demanda, « Est-ce que cela suffira ?» Kroll les lut 2 fois, puis sourit. Kroll dit, « Monsieur ROR, c'est exactement ce dont nous avons besoin. Le défendeur reconnaît la culpabilité de votre femme, discute de vos projets d'avenir et déclare explicitement ne pas vous considérer comme une menace. Cela démontre une intention claire de vous aliéner l'affection de votre femme. » Daniel a demandé, « De quels dommages et intérêts parlons-nous ?» Kroll a répondu qu'avec sa position au sein de l'entreprise et ses antécédents professionnels, je recommanderais de demander $750 000. Cela devrait attirer leur attention. Daniel a rédigé le chèque d'acompte, sachant qu'il entraînerait un découvert sur leur compte, mais Mélanie n'a pu vérifier leurs finances. Elle était trop occupée à jouer la veuve endeuillée. Mercredi, les avocats de Techflow avaient été notifiés. La plainte désignait Ellie Cranston personnellement et Techflow System comme défendeur, alléguant que le manquement de l'entreprise à maintenir des limites professionnelles avait facilité la liaison. La réponse a été rapide et brutale. Mélanie a été licenciée vendredi après-midi pour violation des règles d'éthique de l'entreprise et relations de travail inappropriées. Son indemnité de départ était nulle en raison des circonstances de son départ. Ses stock options, qui auraient dû être acquises le mois suivant, ont été annulées. Elle est rentrée en larmes, portant un carton contenant 12 années de sa vie professionnelle. Mélanie a raconté, « Ils m'ont escortée dehors comme une criminelle. La sécurité m'a regardé emballer mon bureau. Daniel l'a tenue dans ses bras pendant qu'elle sanglotait, luttant pour dissimuler toute satisfaction dans sa voix. Daniel a dit, « On va s'en sortir. » Mélanie a dit, « Comment ? J'ai 45 ans, je suis au chômage, et maintenant je suis la femme de ménage qui a détruit le mariage de cadre. Qui va m'embaucher ? » Daniel a dit, « On trouvera une solution. » Mais elle s'éloignait de lui. Au sens propre comme au figuré, elle dormait dans la chambre d'amis, prétextant avoir besoin d'espace pour réfléchir. Elle parlait à peine pendant les repas, se contentant de déplacer la nourriture dans son assiette et de fixer le vide. 2 semaines après son licenciement, elle a explosé. Mélanie a crié, « C'est ta faute. » En balançant son téléphone à travers le salon. Tu aurais pu gérer ça en privé, mais tu as dû le rendre public. Tu as dû détruire tout le monde. Daniel leva les yeux de son journal, la voix calme. Daniel dit, « Je ne t'ai pas obligé à tricher, Mel. » Mélanie dit, « Ne me raconte pas cet acte innocent. Tu as tout planifié, le procès, la publicité, mon licenciement. Tu voulais détruire ma vie. » Daniel dit, « Je voulais sauver mon mariage. » Mélanie dit, « Des abeilles. » Elle faisait les 100 pas, le visage rouge de rage. Tu voulais te venger. Eh bien, félicitations. Tu l'as eu. Je suis fauché, au chômage et humilié. Es-tu heureux maintenant ? Daniel plia son journal et se leva lentement. Pour la première fois depuis le début, il laissa échapper sa masse. Daniel dit, « Tu n'es pas la victime, Mel. Tu n'es qu'une victime, aussi. » Elle recula. Comme s'il l'avait giflé. Mélanie demanda, « Qu'est-ce que ça veut dire ?» Daniel dit, « Ça veut dire que tu as fait ton choix. Maintenant, tu dois en assumer les conséquences. » Elle le fixa un long moment, et il vit le moment précis où elle réalisa ce qu'il était devenu. « Tu n'es plus l'homme que j'ai épousé. » Non, dit Daniel. Je ne le suis pas. L'audience pour la garde des enfants était prévue un mardi matin au tribunal des affaires familiales. Daniel arriva tôt, vêtu de son plus beau costume et portant une chemise en papier craft remplie de documents.
Mélanie était assise de l'autre côté de l'allée, avec un avocat commis d'office. Elle n'avait plus les moyens de se payer un avocat privé. La juge Patricia Williams examina le dossier avec un mécontentement évident. Elle dit, « Monsieur ROR, vous demandez la garde temporaire de votre fille de 11 ans en raison des récents changements de vie de votre femme. » Daniel dit, « Votre honneur, ma femme est devenue financièrement et émotionnellement instable. Elle est au chômage, risque des poursuites pénales liées à sa conduite au travail et vit dans un motel depuis une semaine. » Ce n'était pas tout à fait vrai. Mélanie logeait chez son amie Rachel, mais suffisamment près pour des raisons juridiques. La juge Williams demanda, « Madame ROR, que répondez-vous » L'avocat de Mélanie se leva. L'avocat de Mélanie a déclaré, « Votre honneur, la situation professionnelle de ma cliente est temporaire. Elle recherche activement de nouvelles opportunités et maintient un contact régulier avec l'enfant. » Le juge Williams a demandé, « Qu'en est-il du logement » Un long silence. L'avocat de Mélanie a répondu, « Elle est actuellement entre deux résidences. » La juge Williams a pris des notes sur son bloc-notes. Elle a déclaré, « J'accorde la garde temporaire à Monsieur ROR en attendant la résolution de l'affaire civile sous-jacente. Madame ROR, vous bénéficierez de visites surveillées un week-end sur 2 jusqu'à ce que votre situation de vie se stabilise. » Mélanie a fondu en larmes. Daniel n'a rien ressenti. Ce soir-là, il a été assis à la table de la cuisine pour faire ses devoirs pendant que Daniel préparait le dîner. Elle n'avait pas beaucoup parlé du changement de garde, mais il pouvait lire la confusion dans ses yeux. Il a demandé, « Papa, pourquoi maman ne vit plus ici ?» Daniel a choisi ses mots avec soin. Daniel a dit, « Parfois, les adultes font des erreurs qui blessent leur famille. Maman a fait de mauvais choix et maintenant elle doit en assumer les conséquences. » Il a demandé, « Est-ce qu'elle reviendra ?» Daniel répondit, « Je ne sais pas, ma chérie. Peut-être un jour. » Mais il savait que non. Les papiers du divorce étaient déjà rédigés, attendant dans le bureau de Sandra Kroll. Il les déposerait après le règlement de l'affaire d'aliénation affective, lorsqu'il aurait le maximum de moyens de pression. Son téléphone vibra, un texto de Rachel, la meilleure amie de Mélanie. « Il faut qu'on parle. Retrouve-moi au Déniès sur 8 miles demain à 14 h, viens seul. » Daniel faillit l'ignorer, mais la curiosité l'emporta. Rachel attendait dans un box d'angle, l'air nerveux. Elle avait été la colocataire de Mélanie à l'université et demoiselle d'honneur à leur mariage. Jolie autrefois, mais 15 ans de mariage avec un gros buveur l'avaient épuisée. Rachel dit qu'elle ne sait pas que je suis là. Daniel demanda, « Que veux-tu » Rachel dit, « Pour te dire la vérité, ce qu'elle préparait vraiment. » Daniel attendit. Rachel dit que sa liaison avec Ellie n'était pas juste une question de sexe, de désir ou de ses conneries romantiques. Elle prévoyait de te quitter de toute façon. Depuis plus d'1 an. Daniel dit, « Je suis au courant pour la liaison, Rachel, » demanda Rachel. « Connais-tu la stratégie de sortie » Elle glissa une enveloppe Kraft sur la table. « J'ai trouvé ça sur son ordinateur portable le mois dernier. » Elle me demanda de le relire, me disant que ce n'était qu'un brouillon, mais j'en fis une copie. Daniel ouvrit l'enveloppe et trouva un document imprimé intitulé « Le plan Liberté ». Il datait de 8 mois, bien avant qu'il ne découvre la liaison. Le document était accablant, un plan détaillé pour maximiser le règlement de son divorce en dissimulant des biens, en invoquant des abus émotionnels et en dépeignant Daniel comme un père indigne. Il comprenait des recherches sur le droit du divorce du Michigan, les coordonnées d'avocats agressifs et un calendrier de mise en œuvre de diverses stratégies. La partie la plus dommageable était son analyse financière. Le salaire d'inspecteur de Daniel plafonne nos revenus communs à $17 000 par an. Après le divorce, je peux m'attendre à $31 000 de pension alimentaire et de pension alimentaire pour enfants, plus la moitié de la valeur nette de la maison, soit $89 000. Avec mes compétences techniques, mon salaire et mes stock options, je gagnerai plus en tant que femme divorcée que je n'en ai jamais gagné en tant que mariée. Calendrier cible, classer les documents après mes options. Elle a été libérée en mars. Le plan détaillait également comment elle documenterait les abus verbaux et la distance émotionnelle pour étayer ses affirmations. Elle s'entraînerait même à des phrases avec Rachel, testant comment elle sonnerait aux yeux des juges potentiels. Mais le pire, c'était le dernier paragraphe. Le plus dur, ce sera Ila. Elle adore Daniel et les séparer lui fera du mal. Mais les enfants s'adaptent et elle comprendra plus tard que j'ai dû choisir mon propre bonheur.
Une mère malheureuse ne sert personne. Daniel le relut 2 fois, sentant une sensation de froid et de finalité s'installer dans sa poitrine. Daniel demanda, « Pourquoi me montres-tu ça ?» Rachel alluma une cigarette, les mains tremblantes. Rachel répondit, « Parce qu'elle joue les victimes, comme si tu avais détruit sa vie parfaite par jalousie. Mais tu n'as jamais été sa vie, Danny. Tu n'étais que son filet de sécurité pendant qu'elle cherchait à s'améliorer. » Daniel dit, « Elle t'a demandé de l'aider. » Rachel dit, « Oui, et j'ai dit oui parce que je suis un bon ami et qu'elle avait l'air si malheureuse. » Rachel tira une grande bouffée. « Mais en voyant ce qui était arrivé à Ellie, en voyant comment tu avais tout systématiquement démantelé, j'ai compris que tu le savais déjà. D'une certaine manière, tu savais ce qu'elle préparait. » Daniel dit, « Rien. » Rachel demanda, « L'accident de voiture n'était pas un accident, si ?» Daniel dit, « Je ne vois pas ce que tu veux dire. » Rachel observa son visage. Rachel dit, « Bon sang, Danny, qu'as-tu fait ?» Daniel dit, « J'ai protégé ma famille. » Rachel demanda, « En estropiant un homme ?» Daniel dit, « En empêchant quelqu'un de détruire tout ce pour quoi j'avais travaillé. » La voix de Daniel était toujours calme, mais il y avait de l'acier sous elle. « Elle voulait prendre ma fille, ma maison, mes revenus et mon avenir. Tout ça pour un connard d'entreprise qui la traitait comme un jouet jetable. » Rachel dit, « Alors, tu as décidé de jouer à Dieu. » Daniel dit, « J'ai décidé de jouer aux échecs. » Daniel se leva et empocha le document du plan de liberté. « Merci pour ça. Ça me sera utile au tribunal. » Rachel dit, « Danny, il faut que tu arrêtes. La situation devient incontrôlable. » Daniel répondit, « Non, Rachel. Ce n'est que le début. » Ce soir-là, Daniel était assis dans son bureau, examinant relevés bancaires et déclarations de revenus, établissant le profil financier dont il aurait besoin pour la procédure de divorce. Mélanie avait été astucieuse pour cacher de l'argent, effectuer de petits retraits, payer des fournisseurs fictifs, utiliser des cartes de crédit prépayées, mais pas assez. Il trouva le compte secret à la Great Lakes Credit Union, 17 000 $ accumulés sur 2 ans. De l'argent qui aurait dû servir à financer les études de Léla ou à rembourser son prêt immobilier. Son ordinateur sonna et une notification par courriel retentit. L'expéditeur était anonyme, mais il reconnut immédiatement le style d'écriture. Le courriel disait, « Je sais ce que tu as fait à la voiture d'Ellie. J'ai des preuves. Si vous n'abandonnez pas les poursuites et n'acceptez pas un divorce à l'amiable avec partage égal des biens, je transmettrai ce que je sais à la police. Vous avez 48 heures pour décider. » Daniel fixa l'écran un long moment, puis prit son téléphone. Il dit au téléphone, « Sandra, c'est Daniel Heroer. Je dois accélérer le dossier d'aliénation. Dans combien de temps pouvons-nous obtenir une date d'audience ?» Sandra répondit, « Eh bien, si vous êtes prête à payer les frais d'urgence et les frais de justice, peut-être 2 semaines. » Daniel dit, « Faites-le. Et je veux ajouter des accusations de racket contre TechFlow, d'espionnage industriel, de complot d'entreprise, tout le tralala. » Sandra dit, « Daniel, c'est une grave escalade. Vous êtes sûr ?» Il pensa au projet de libération de Mélanie, à son compte secret, à sa menace de le détruire au tribunal du divorce. Daniel dit, « J'en suis sûr. » Sandra demanda, « Quelle est l'urgence ?» Daniel regarda à nouveau l'email, puis le supprima. Daniel dit, « Quelqu'un essaie de m'extorquer. Je veux m'assurer qu'ils comprennent les conséquences de menacer ma famille. » Après avoir raccroché, il ouvrit le tiroir de son bureau et en sortit une échographie qu'il avait trouvée dans le sac à main de Mélanie 3 jours auparavant. Le timbre à date indiquait qu'elle avait été prise la semaine dernière. L'image était suffisamment nette pour montrer un fœtus en bonne santé de 8 semaines. Il se demandait comment utiliser cette information. Maintenant, il savait. La sonnette retentit à minuit pile. Daniel ouvrit et trouva Mélanie debout sous la pluie, du mascara coulant sur ses joues. Mélanie dit, « Il faut qu'on parle. » Daniel dit, « Il est tard, Mel. Il adore. » Mélanie dit, « Ça ne peut pas attendre. » Elle le poussa jusqu'au salon. « J'arrête le chantage. J'accepterai la garde que tu souhaites. S'il te plaît, arrête les poursuites. Je t'en supplie. » Daniel ferma lentement la porte. Daniel demanda, « Quel chantage ?» Mélanie dit, « Ne joue pas. Tu sais de quoi je parle. »
Daniel dit, en fait, non, mais je sais. Il sortit l'échographie de sa poche et la brandit. Mélanie devint blanche. Mélanie demanda, où as-tu trouvé ça? Daniel répondit, ton sac à main. Tu as toujours été négligent avec les documents importants. Daniel étudia l'image avec un intérêt théâtral. 8 semaines de grossesse. Félicitations. Quand comptais-tu m'annoncer que j'allais redevenir père? Mélanie dit, Dani, s'il te plaît. Daniel dit, sauf qu'on sait tous les deux que c'est faux, n'est-ce pas? On n'a pas couché ensemble depuis 4 mois. Ce bébé appartient à ton petit ami paralysé à l'hôpital. Mélanie s'effondra sur la chaise la plus proche, les mains tremblantes. Mélanie dit, je peux t'expliquer. Daniel dit, je suis sûr que tu peux, mais voilà ce qui va se passer. Daniel s'assit en face d'elle, la voix posée. Tu vas retirer toutes les preuves que tu penses avoir concernant l'accident d'Ellie. Tu vas accepter la garde des enfants, quelle qu'elle soit, décidée par le tribunal. Et tu vas disparaître définitivement de ma vie, demanda Mélanie. Et si je ne le fais pas, dit Daniel, demain matin j'appelle Channel 7 News pour leur dire que l'ancienne responsable des ressources humaines de Techflow est enceinte de son patron paralysé et qu'elle fait chanter son mari pour dissimuler leur liaison. Daniel sourit. Tu penses que ça va t'aider dans ta recherche d'emploi? Mélanie le fixa comme si elle le voyait pour la première fois. Mélanie dit, tu as pensé à tout, n'est-ce pas? Daniel dit, j'ai eu de bons professeurs. Toi et Ellie m'avez montré comment anticiper. Elle resta silencieuse un long moment. Mélanie demanda, que t'est-il arrivé, Dani? Tu étais un homme bien. Daniel dit, j'étais un homme stupide. Il y a une différence, demanda Mélanie au bébé. Que suis-je censé faire pour le bébé? Daniel lui tendit l'échographie. Ce n'est plus mon problème. Après son départ, il s'est servi un whisky et est resté assis dans son bureau jusqu'à l'aube, à contempler documents financiers et papiers juridiques. En 3 heures, il avait tout gagné. La garde, la maison, sa réputation et sa vengeance. Alors pourquoi se sentait-il si vide? Le parc à caravanes s'étendait sur 8 hectares d'asphalte fissuré et de rêves brisés, à 30 minutes de Détroit. La nouvelle maison de Mélanie était une Fleetwood de 1987 avec des boiseries et des fenêtres qui ne fermaient pas complètement. Le loyer était de 400 livres sterling par mois, charges comprises, ce qui était à peu près tout ce qu'elle pouvait se permettre avec les allocations chômage. Daniel traversa le parc en voiture le samedi matin, soi-disant à la recherche de son frère Craig, qui vivait dans la précarité depuis sa dernière arrestation. En réalité, il voulait voir à quel point sa femme était tombée. Elle était assise sur le perron de la caravane, fumant une cigarette et fixant la circulation sur l'autoroute au-delà de la clôture. Même à 50 mètres, il pouvait voir sa grossesse transparaître à travers son t-shirt ample. 5 mois plus tard, selon ses calculs, son téléphone vibra, un SMS de Sandra Kroll lui parvint. Techflow avait conclu un accord à l'amiable. Accord de confidentialité de 450 000 $. Reconnaissance de responsabilité de l'entreprise. Félicitations. Près d'un demi-million de $. De quoi payer la maison, financer les études d'Ila et lui assurer une sécurité financière pour la première fois de sa vie d'adulte. Tout ça parce que sa femme avait décidé de le tromper avec le mauvais homme. Il quittait le camping lorsqu'il aperçut Craig sortant d'un magasin d'alcool en titubant, un sac en papier. À la main, son frère aîné semblait avoir pris 10 ans en 6 mois. Joues creuses, dents jaunes, mains tremblantes même sans boire. Craig dit, Dani. Il lui fit signe de s'approcher, un sourire sincèrement satisfait. Je ne m'attendais pas à te voir dans le quartier. Daniel dit, je te cherche, en fait. Maman est inquiète. Craig se calma. Craig dit, ouais, eh bien, dis-lui que je vais bien. Daniel dit, tu n'as pas l'air bien. Craig dit, tu n'as pas l'air toi-même non plus, petit frère. J'ai entendu parler de toi et Mel par le bouche à oreille. J'ai aussi entendu parler de ce procès. Craig s'appuya contre le camion et observa le visage de Daniel. Tu as vraiment pris ce crétin d'entrepreneur pour une bouchée de pain. Daniel dit, le règlement est confidentiel. Craig dit, ah oui. On est à Détroit. Tout le monde est au courant des affaires de tout le monde. Craig but une gorgée de sa bouteille. La question, c'est, est-ce que ça valait le coup, demanda Daniel, qu'est-ce que tu veux dire? Craig dit, enfin,
tu as ton argent et ta vengeance. Mais tu as aussi détruit la mère de ton enfant. Mel vit dans une caravane, Danny. Enceinte et fauchée. C'est froid, même pour quelqu'un qui le méritait. Daniel sentit sa colère monter. Daniel dit. Elle avait fait ses choix. Craig dit, toi aussi. Et à un moment donné, tu es devenu quelqu'un que je ne reconnais pas. La voix de Craig était pâteuse, mais son regard était perçant. Tu étais le bon frère, le responsable. Maintenant, tu fais peur aux gens. Daniel dit, les gens devraient avoir peur. Les actes ont des conséquences. Craig dit, les réactions aussi. Tu es en pleine spirale, Danny. Je connais les signes, car je suis passé par là. Craig fit un geste autour du camping. C'est là que les gens finissent quand ils se laissent submerger par la colère. Est-ce vraiment ce que tu veux? Daniel partit sans répondre, mais les paroles de Craig le suivirent jusque chez lui. Ce soir-là, sa mère appela. Lena Roer avait 75 ans, vive comme l'éclair, et avait élevé 4 garçons, presque seuls, après la mort de leur père dans un accident d'usine. Elle ne perdit pas de temps en politesse. Lena dit, j'emmène Ila pour l'été. Daniel dit, maman, ce n'est pas nécessaire. On va bien. Lena dit, non, tu ne vas pas bien. Cet enfant m'a appelé hier soir en pleurs parce que des élèves la taquinent à propos du divorce. Apparemment, les parents de quelqu'un travaillent chez Techflow et toute l'histoire a couru. Daniel eut un pincement au cœur. Daniel demanda, quel genre de taquinerie, dit Lena. Le genre qui abîme une fille de 12 ans à jamais. Elle veut savoir pourquoi sa mère vit dans une caravane et pourquoi son père a délibérément détruit leur famille. Daniel dit, j'ai protégé notre famille. Lena dit, tu as protégé ta fierté. Il y a une différence. La voix de Lena était d'acier, enveloppée de velours. Ila vient vivre avec moi à Grand Rapids jusqu'à la rentrée. Tu as besoin de temps pour déterminer quel genre d'homme tu veux être. Daniel dit, je suis son père. Vous ne pouvez pas, Lena a juste dit que je pouvais et que je le ferais. Le juge William s'acquiesce. Modification temporaire de la garde basée sur le bien-être émotionnel de l'enfant. Daniel a raccroché et a immédiatement appelé Sandra Kroll, mais il était trop tard. Les documents avaient déjà été déposés. Son propre avocat avait recommandé l'arrangement, invoquant l'attention médiatique et la détresse évidente d'Ila. Pour la première fois depuis le début, Daniel était complètement seul. 2 semaines plus tard, il était inculpé d'agression. L'incident s'est produit devant le tribunal fédéral, où les avocats de Techflow finalisaient les formalités administratives. Blake Givan, l'avocat d'affaires qui avait tenté de discréditer Daniel lors des dépositions, a commis l'erreur de jubiler publiquement. Votre client a eu de la chance, a déclaré Givan à un journaliste. Toute cette affaire reposait sur les fantasmes vindicatifs d'un mari amer qui ne pouvait accepter que sa femme ait trouvé quelqu'un de mieux. Daniel était à 6 mètres de lui, suffisamment près pour entendre chaque mot. Assez près pour voir le sourire suffisant sur le visage de Givan lorsqu'il a insinué que Daniel était un bêta pathétique. Des hommes qui s'étaient enrichis grâce à sa propre humiliation. Le coup de poing a brisé le nez de Givan et l'a assommé. Les caméras de sécurité ont tout filmé. Daniel plaqué par les gardes du tribunal, Blake Givan en sang sur les marches du tribunal, les journalistes cherchant de meilleurs angles. La vidéo a fait la une du journal télévisé du soir en quelques heures. Un homme du quartier attaque un avocat et le tribunal est attaqué. Le titre, son portrait craché, en colère, échevelé, ressemblant en tout point à l'ex-mari dangereux, est devenu viral sur les réseaux sociaux. Lors de sa comparution en justice, Daniel s'est présenté devant le juge Martinez, vêtu d'une combinaison orange et menottée. Sandra Kroll avait organisé sa libération sous caution, mais le mal était fait. Il était désormais le visage public de la violence conjugale. L'histoire édifiante des hommes qui ne supportent pas le rejet. Le prévenu n'aura aucun contact avec les employés de Techflow ni avec leurs représentants légaux, a ordonné le juge Martinez. Toute violation de cette ordonnance entraînera une incarcération immédiate. Daniel hocha la tête, hésitant à parler. Devant le tribunal, des journalistes lançaient des questions sur son mariage, le procès et s'il avait menacé sa femme. Il les interrompit sans commenter, mais une voix se fit entendre. Monsieur Roer, regrettez-vous d'avoir détruit votre famille pour de l'argent? Il se retourna et vit Mélanie debout au bord de la foule, visiblement enceinte, entourée de journalistes.
Elle avait visiblement donné des interviews, jouant le rôle de l'épouse maltraitée qui avait enfin échappé à son mari autoritaire. « Vous pouvez tout détruire », cria-t-elle assez fort pour que les caméras la captent. « Tout sauf moi. » Daniel la fixa de l'autre côté de la place du tribunal, lisant le triomphe dans ses yeux. Elle pensait avoir gagné, avoir renversé la situation et s'être imposée. Victime à nouveau. Il sourit froid et carnivore. Défi accepté. Cette nuit-là, il s'est assis dans sa maison vide avec une bouteille de whisky et un ordinateur portable, recherchant tout ce qu'il pouvait trouver sur le droit de la faillite, les droits des parents et le délai de prescription sur divers crimes du Michigan. Si Mélanie voulait jouer la victime, il lui donnerait quelque chose à pleurer. La vraie guerre commençait à peine. Le gala d'entreprise était la célébration annuelle de Techflow qui s'est tenue au Détroit Marriott avec 500 invités, un bar ouvert et suffisamment de réseautage d'entreprise pour rendre n'importe qui malade. Daniel n'était pas invité, mais la sécurité de ces événements était toujours du théâtre, du loyer aux flics, vérifiant les noms contre des listes qu'il ne pouvait pas lire dans un éclairage faible. Il portait son meilleur costume et portait un portefeuille en cuir qui le faisait ressembler à un autre cadre. Le nom qu'il a imprimé a lu, David Richardson, contrats municipaux. Générique suffisamment pour éviter les questions, mais suffisamment officiel pour dépasser la porte. À l'intérieur, la salle de bal a bourdonné de conversations sur les projections trimestrielles et l'expansion du marché. Daniel a reconnu plusieurs visages de ses recherches en poursuite, Techflow des dirigeants qui avaient été destitués, des avocats qui ont tenté de détruire sa crédibilité, les gestionnaires RH qui avaient participé à la couverture du comportement d'Ellie. Il a repéré Maya Jensen près du bar, acceptant les félicitations pour sa récente promotion au directeur régional. Le vieux travail d'Ellie. Elle avait bien nettoyé. L'assistant nerveux s'était transformé en un cadre confiant. Son succès s'est construit sur les décombres de la carrière de son ancien patron. Daniel a dit, « Excusez-moi », alors qu'il s'approchait avec un sourire d'entraînement. Maya Jensen, je suis David Richardson des contrats municipaux. Je voulais vous féliciter pour la promotion. Elle se tourna, le verre à vin à la main, ne le reconnaissant clairement pas. Maya a dit, merci. Je ne pense pas que nous nous soyons rencontrés. Daniel a déclaré, nouveau dans l'entreprise. J'ai suivi la transition du leadership avec un grand intérêt. Sa voix était conversationnelle, non menaçante. La façon dont vous avez géré la situation de Cranston était magistrale. Le sourire de Ma a légèrement vacillé. Maya a dit, je ne suis pas sûr de ce que vous voulez dire. Daniel a dit, la documentation que vous avez compilée, le modèle de comportement que vous avez identifié, cela doit avoir pris des mois pour construire un cas si complet. Maintenant, elle était nerveuse. Maya a dit, je pense qu'il y a eu un malentendu. Daniel a dit, pas de malentendu. Je représente les contrats municipaux et nous effectuons des vérifications approfondies des antécédents de nos partenaires d'entreprise. Vos communications internes sur le comportement d'Ellie Cranston étaient assez détaillées. Daniel a ouvert son portefeuille et a retiré des emails imprimés, des communications entre Maya et Techflow Legal Department de Techflow, il a obtenu par découverte lors de son procès. Message détaillant Ellie, la maltraitance des subordonnés, ses dispositions inappropriées, la documentation de la maîtrise de Mia. 1 an avant l'accident. Citation, quand le moment sera venu, nous aurons tout ce dont nous avons besoin pour mettre fin à sa carrière en permanence. Maya est pâle. Maya a dit, celles-ci ont été retirées de son contexte. Daniel a dit, s'y laisse. Parce que pour moi, ils lisent comme du complot. Vous et d'autres travaillant activement à détruire la carrière et la réputation d'un homme. Il se pencha plus près, la voix tombant à un murmure. La seule question est de savoir si vous prévoyez d'agir avant ou après l'affaire de ma femme vous a donné l'occasion parfaite. Maya a dit, je ne sais pas ce que vous impliquez. Daniel a dit, je n'implique rien. Je déclare des faits. Il sourit froidement. Vous avez utilisé mon mariage comme une arme pour régler votre vendetta personnelle. Ma femme était votre complice involontaire. La reconnaissance est apparue dans les yeux de Maya, suivie immédiatement de la peur. Mia a dit, vous êtes Daniel Roer. Daniel a déclaré. La culpabilité est inculpée. Et vous êtes la femme qui a orchestré la destruction de ma femme tout en faisant semblant d'être le dénonciateur héroïque. Maya a regardé autour de la façon dont Daniel était bien dans la hauteur de la hauteur. Pour nous deux.
Il a sorti son téléphone et a ouvert une application d'enregistrement. Vous voyez, je pense que vous et moi avons tous les deux souffert de la manipulation d'Ellie Cranston. La différence est que vous étiez assez intelligent pour planifier à l'avance pendant que je viens de me mettre en colère. Maya a dit, je ne dis rien d'autre. Daniel a dit, vous n'êtes pas obligé. J'en ai déjà assez. Il leva son téléphone, montrant l'enregistrement qui fonctionnait depuis qu'il s'approchait d'elle. Conspiration d'entreprise, assassinat de personnages prémédités, peut-être même le chantage, selon la profondeur que je creuse. Maya a déclaré, cet enregistrement ne tiendra pas devant le tribunal. Vous n'aviez pas mon consentement. Daniel a déclaré que le Michigan était un état de consentement d'une partie pour les enregistrements, mais vous avez raison. Cela ne tiendra probablement pas devant le tribunal pénal. Il a empoché le téléphone. Et l'écran de projection, tous deux connectés au système AV de l'hôtel. Une série de mets de flux technologiques internes. Discuter du problème de Cranston et comment gérer les retombées de son comportement. Le public murmura, confus par le problème technique. Chen a continué à parler, ignorant que derrière lui, le linge sale de son entreprise était diffusé en temps réel. Email après le courrier électronique sur l'écran. Les dirigeants plaisantant sur les conquêtes d'Ellie. Les RH discutent de la façon de contenir la situation et les stratégies juridiques concernant la minimisation de la responsabilité de l'entreprise. Le plus dommageable était un message de Chen lui-même. Laissez Cranston brûler, mais assurez-vous que l'entreprise ressemble à la victime. Quelqu'un dans le public a pointé de l'écran. Chen s'est retourné et est devenu blanc. Mesdames et messieurs, la voix de Daniel est passée à travers le microphone sans fil alors qu'il montait sur scène. Je m'excuse pour l'interruption, mais je pensais que vous devriez voir ce que votre leadership pense vraiment de la conduite éthique. La sécurité s'est déplacée vers la scène, mais Daniel passait déjà à la prochaine présentation. Un montage vidéo de Mélanie et d'Ellie. Une équitable compilée à partir de séquences de surveillance qu'il avait rassemblées au cours des mois. Caméra de sécurité de l'hôtel, séquences de restaurant, enregistrement de garage de stationnement, une chronologie complète de leur relation se déroulant à l'ascenseur d'entreprise musique. Le public a été transpercé. Certains enregistraient avec leur téléphone, d'autres essayant de traiter ce qu'ils voyaient. Ce n'étaient pas des étrangers. Beaucoup connaissaient personnellement Ellie et Mélanie. C'est la femme que les dirigeants de Techflow décrivent comme une responsabilité de l'entreprise, a poursuivi Daniel. Mais elle suivait simplement l'exemple donné par votre leadership, une culture où les dirigeants mariés s'attaquent aux subordonnés tandis que les RH le couvrent. Chen signalait frénétiquement la sécurité, mais les dégâts se propageaient. Au-delà de la salle de bal. Plusieurs participants étaient en direct sur les médias sociaux diffusant l'humiliation de Techflow à des milliers de téléspectateurs. La diapositive finale de Daniel était un simple SMS, Techflow System, où une éthique de l'entreprise arrive à mourir. La sécurité l'a finalement atteint, mais il n'a offert aucune résistance. Il avait accompli ce pourquoi il est venu. Les images sont devenues virales en quelques heures. Le scandale de #Flow est devenu un sujet tendance alors que les médias sociaux disséchaient chaque trame de la présentation. Les journalistes d'entreprise ont repris l'histoire, analysant les communications d'entreprise et interrogeant la culture de leadership de Techflow. Mais la vraie bombe est arrivée le lendemain matin. La sonnette de Daniel a sonné à 6 heures à travers la fenêtre, il a vu Mélanie debout sur son Porsche, tremblant de rage. Mélanie a dit, vous fils d'une sorcière. Quand il a ouvert la porte, elle a poursuivi, avez-vous une idée de ce que vous avez fait? Daniel a dit, j'ai exposé la vérité. Mélanie a dit, tu as de nouveau détruit ma vie. Elle le dépassa dans la maison. Cette vidéo est partout. Mon visage est sur chaque site d'information du Michigan. Je ne peux pas trouver de travail nulle part maintenant. Daniel a dit, vous auriez peut-être dû y penser avant de décider de me faire chanter. Mélanie a dit, je n'ai jamais chanté personne. Daniel a sorti son téléphone et a joué un enregistrement. La voix de Mélanie, menaçant d'aller à la police au sujet de l'accident d'Ellie à moins que Daniel ne laisse tomber le procès. Daniel a dit, c'est drôle, car cela me semble d'extorsion. Mélanie regarda le téléphone. Mélanie a dit, vous avez enregistré notre conversation? Daniel a dit, j'enregistre tout maintenant. C'est incroyable à quel point les gens se comportent différemment quand ils savent que leurs paroles ont des conséquences. Elle a coulé dans une chaise, le combat sortant d'elle. À 7 mois enceinte,
elle avait l'air épuisée et vaincue. Mélanie a dit, « Que voulez-vous de moi, Daniel? Que faudra-t-il pour que cela se termine ?» Daniel a dit, « Je veux que vous disiez la vérité. » Mélanie a demandé quoi? Daniel a tout dit. L'affaire, la grossesse, vos plans pour me quitter, la tentative de chantage, tout cela. Daniel s'est assis en face d'elle. J'organise un dîner demain soir. Très intime. Vous voulez vous donner une chance de contrôler votre propre récit. Vous pouvez raconter votre côté de l'histoire, expliquer vos motivations, peut-être même générer une certaine sympathie. Mélanie a étudié son visage. Demanda Mélanie. Et si je refuse, Daniel a dit, ensuite, je publie les enregistrements de toute façon, ainsi que des preuves supplémentaires. J'ai enregistré des dossiers bancaires montrant vos comptes cachés, des messages textes avec Ellie discutant de votre stratégie de sortie, les dossiers médicaux prouvant que le bébé n'est pas le mien, a demandé Mélanie. Vous avez fait irruption dans mes dossiers médicaux? Daniel a déclaré, je les ai fait assigner à comparaître lors de la découverte. Il s'avère que les dossiers de grossesse deviennent pertinents dans l'aliénation des cas d'affection. Mélanie était silencieuse pendant longtemps. Mélanie a dit, ce dîner, qu'aurais-je exactement à dire? Daniel a dit, la vérité. Que vous aviez prévu de me quitter bien avant le début de l'affaire. Vous avez utilisé Ellie pour financer votre plan d'évasion. Vous avez essayé de me extorquer quand tout s'est effondré. Mélanie a demandé, et en échange, a déclaré Daniel. J'arrête de publier de nouvelles preuves. Vous pouvez disparaître avec la dignité qu'il vous reste. Elle regarda autour de la maison, leur maison, qui serait légalement son seul une fois le divorce finalisé. Mélanie a dit, je n'ai pas le choix, n'est-ce pas? Daniel a dit, tout le monde a des choix, Mel. Vous venez de manquer de bon. Le lendemain soir, Daniel a installé des caméras dans sa salle à manger et a invité 3 invités. Un blogueur local qui a couvert la Detroit Society, un journaliste indépendant du Detroit Free Press, et Rachel ostensiblement en tant que soutien de Mélanie, mais vraiment pour valider la confession. Mélanie est arrivée en portant une robe de maternité qui mettait l'accent sur sa grossesse, espérant clairement générer de la sympathie. Mais sa tentative de jouer la victime s'est effondrée quelques minutes après s'être assis. Daniel a dit, commençons par la chronologie. Quand avez-vous décidé de quitter notre mariage? Mélanie jeta un coup d'œil aux caméras, puis de lui. Mélanie a dit il y a environ 18 mois. Daniel a demandé avant l'affaire avec Ellie. Une longue pause. Mélanie a dit, oui. Daniel a demandé, et qu'est-ce qui a provoqué cette décision? Mélanie a dit, je me sentais piégée, comme si je gaspillais ma vie. Sa voix était à peine au-dessus d'un murmure. Je voulais plus que ce que nous avions. Demanda Daniel. Plus d'argent? Dit Mélanie. Plus de tout. J'avais 43 ans, coincé dans un mariage de banlieue avec un homme qui ne serait jamais rien de plus qu'un inspecteur municipal. Les mots étaient suspendus dans l'air comme une gifle. Même si Daniel avait su que cela allait arriver, donc vous avez expliqué une stratégie de sortie. A déclaré Mélanie, a déclaré un peu de recherche légalement. Je voulais m'assurer que je serais sécurisé. Daniel a dit. Sécuriser un sens que vous vouliez maximiser votre règlement de divorce tout en minimisant mes droits parentaux. Le sang-froid de Mélanie était en train de craquer. Mélanie a dit que je voulais ce qui était juste. Daniel a dit juste. Je travaille 60 heures par semaine pour soutenir notre famille pendant que vous avez prévu de le détruire. Celui dont vous avez discuté lors des enregistrements que j'ai faits? Mélanie a dit, vous n'aviez pas le droit de m'enregistrer. Daniel a dit, j'avais le droit de me protéger de la fraude. Daniel s'est tourné vers les caméras. Ma femme détournait de moi et revendiquait la moitié de nos actifs. Pas, Daniel a dit, tout est documenté. Dossier bancaire, enregistrement, témoignage des témoins. La seule question qui reste est de savoir si elle a commis ces crimes dans la cupidité ou simplement parce qu'elle le pouvait. Mélanie regarda Rachel, silencieusement, plaidant pour le soutien, mais sa meilleure amie lui regarda les mains. Daniel a dit doucement, parlez-leur du bébé. Le sang-froid de Mélanie s'est finalement brisé. Mélanie a dit, s'il vous plaît, ne me faites pas faire ça. Daniel a dit, dites-leur. Elle a pris un souffle tremblant. Mélanie a dit, le bébé? Le bébé n'est pas celui de Daniel. Daniel a demandé, qui est-ce? Mélanie a dit,
Ellie Cranston. Daniel a dit. L'homme que vous prétendez a manipulé et vous a contraint dans une affaire. Mélanie pleurait maintenant, le mascara coulant sur ses joues. Mélanie a dit, ce n'était pas comme ça. Daniel a demandé, alors, comment c'était? Mélanie a dit, je l'aimais. Je pensais qu'il m'aimait. Nous allions être ensemble après que je t'ai divorcé. Daniel a dit, vous n'avez donc jamais été victime? Non, murmura-t-elle. Je n'ai jamais été victime. La confession s'est poursuivie pendant une autre heure avec Mélanie admettant les comptes bancaires cachés, les affirmations de mauvaise utilisation fabriquées et la tentative de traduire Daniel en tant que mari instable. À la fin, elle sanglotait de façon incontrôlable tandis que les caméras enregistraient chaque instant. Alors que les journalistes emballaient leur équipement, Rachel a finalement parlé. Rachel a dit, Mel, je suis désolée. Je ne peux plus faire ça. Mélanie a demandé, que voulez-vous dire? Rachel a dit, je veux dire, je ne peux pas vous regarder vous détruire et tout le monde autour de vous. J'ai fini d'être votre complice. Rachel est partie sans dire au revoir. Les journalistes ont suivi, éditant déjà leurs images pour le cycle d'actualité de demain. Daniel et Mélanie se sont assis seuls dans la salle à manger, entourés de l'épave de leur mariage. Mélanie a demandé, rendre le mouvement difficile. Me détruire ne vous fera pas à nouveau. Daniel la regarda pendant un long moment. Peut-être pas, mais ça devra être assez. Après son départ, il s'est versé un whisky et s'est assis dans sa maison vide, écouter le silence. Demain, les confessions de Mélanie seraient des actions en première page. Tout comme les cendres? Cranston se remettait toujours de son accident. Une ombre de son ancien moi, paralysé de la taille vers le bas, abandonné par sa famille, faisant face à des accusations criminelles pour faute d'entreprise. Mais il était vivant, ce qui était plus miséricorde que Daniel l'avait initialement prévu. Ellie a déclaré, Monsieur ROR, lorsque Daniel est entré dans la pièce, sa voix provenait de moi de procédure médicale. Je ne m'attendais pas aux visiteurs. Daniel a dit, je vous ai apporté quelque chose. Daniel lui a remis les résultats des tests ADN. Ellie les lisait lentement, son visage ne montrant aucune émotion. Ellie a dit, félicitations, vous n'êtes pas le père. Daniel a dit, cela fait de vous le père. Daniel a sorti un deuxième ensemble de papiers, les dossiers médicaux complets de Mélanie, y compris les tests génétiques qui ont définitivement identifié Ellie comme le père biologique. Daniel a dit, elle porte votre fils. Dû dans 6 semaines. Je pensais que vous devriez savoir avant de faire face au juge le mois prochain. Ellie a mis les papiers de côté. Ellie a demandé, que voulez-vous de moi, Daniel? Daniel a dit, rien. Vous m'avez déjà donné tout ce dont j'avais besoin. Demanda Ellie, revenge? Daniel a dit, justice? Il y a une différence. Ellie rit amèrement. Ellie a dit, est-ce? Parce que d'où je suis assis, il semble que vous avez systématiquement détruit tous ceux qui vous ont fait du tort. Ma carrière, ma famille, ma santé, la réputation de Mélanie, ses finances, son avenir. Tous très méthodiques, très approfondis. Daniel a dit, vous vous avez détruit. Je viens de le documenter. Ellie a dit, est-ce que nous? Ou avez-vous conçu la tempête parfaite pour vous assurer que nous avons tous payé un prix maximum pour nos erreurs? Daniel a dit, rien. Ellie a dit, l'accident de voiture? Ellie a continué, ce n'était pas un accident, n'est-ce pas? Daniel a dit, la compagnie d'assurance a statué l'insuffisance mécanique. Ellie a dit, dans les sociétés règlent ce qu'ils ont dit de régner, mais les lignes de frein ne faisaient pas défaut sur preuve en Vedol Mercedes Vavcul. Ça? Ellie dit, je n'ai pas besoin de le prouver. Je le sais. Tu le sais. C'est suffisant. Demanda Daniel. Est-ce parce que je dors bien la nuit? Demanda Ellie. Êtes-vous? Parce que je pense à vous parfois éveillé dans cette maison vide se demandant si la vengeance valait la peine de devenir le genre d'homme qui paralyse les gens pour le sport. Daniel se leva. Daniel a dit, profitez de la paternité, Ellie. J'entends que cela change la vie. Il était presque à la porte quand Ellie a appelé. Ellie a dit, elle m'a contacté, vous savez, la semaine dernière. Daniel s'est arrêté. Ellie a dit, Mélanie a appelé pour me parler du bébé. J'ai demandé si je voulais m'impliquer. Daniel s'est retourné. Ellie a dit,
Tu sais ce que je lui ai dit? Daniel a demandé, pourquoi me le dites-vous? Élie a dit, je lui ai dit que je ne l'ai jamais aimée, qu'elle était juste pratique, et maintenant elle est gênante, que je n'ai aucun intérêt à être lié à son enfant pour le reste de ma vie. Élie a dit, parce que cette femme est sur le point de donner naissance à un enfant qui n'aura pas de père et de mère sans argent, pas de travail et pas d'avenir. Parce que votre fille va grandir en sachant que son père a détruit sa famille pour de l'argent parce qu'aucun de nous ne s'éloigne de cela intact. Daniel sentit quelque chose se tordre dans sa poitrine, mais sa voix est restée stable. Daniel a dit, ce n'est pas mon problème. Élie a dit, n'est-ce pas? Vous mettez tout cela en mouvement. Vous avez orchestré chaque mouvement, anticipé toutes les conséquences, sauf une. Daniel a demandé quel et Élie a dit ce que vous alliez faire avec le reste de votre vie après avoir gagné. Daniel est parti sans répondre mais les paroles d'Élie l'ont suivi à la maison. Ce soir-là, il a été assis dans son étude en examinant les états financiers. L'argent du règlement avait été investi suffisamment conservateur pour rembourser la maison, financer l'éducation de Liela et assurer la sécurité des décennies à venir. Il avait réalisé tout ce qu'il avait décidé de réaliser. Son téléphone a sonné. Le nom de Sandra Kroll est apparu à l'écran. Sandra a déclaré, « Daniel, nous avons un problème. » Mélanie a déposé une requête pour annuler l'accord de garde. Demanda Daniel. « Pour quel motif ?» dit Sandra. Elle affirme que la confession a été contraignante. Seiyu a menacé de libérer des preuves fabriquées si elle ne se conformait pas. Daniel sentit la forme de glace dans son estomac. Daniel a dit qu'elle avait signé une dérogation. Tout était volontaire. Sandra a déclaré que les dérogations peuvent être contestées. Elle a également déposé une plainte pénale pour extension et maltraitance. Daniel a demandé, sur la base des preuves. Sandra a dit, je ne sais pas encore, mais il y a autre chose. Elle a embauché Marcus Webb comme son avocat. Daniel connaissait le nom. Webb était l'avocat le plus agressif de la défense pénale de Détroit, le genre qui s'est spécialisé dans la destruction des affaires de poursuite par le biais de détails techniques et d'assassinats de caractère. Daniel a demandé, comment paie-t-elle pour le Webb? Sandra a dit, c'est ce qui m'inquiète. Soit le financement de quelqu'un de sa défense ou du Webb pense qu'il peut en tirer un procès civil pour justifier de travailler sur la contingence. Après avoir raccroché, Daniel s'est versé un whisky et a essayé de réfléchir aux implications. Mélanie était fauchée, désespérée et portant un autre homme de l'homme. Était le détective Argentely. J'ai besoin de vous parler de l'accident de véhicule de Cranston. De nouvelles preuves ont été révélées qui nécessitent une enquête de suivi. Veuillez contacter mon bureau pour planifier une entrevue. Daniel a regardé l'écran pendant un long moment, puis a atteint son téléphone. Daniel a dit dans le téléphone. Sandra, c'est Daniel. J'ai besoin de tout savoir sur la protection du 5e amendement et quand elle s'applique. Le lendemain matin a apporté une autre surprise. La sonnette de Daniel a sonné à 6 heures et il l'a ouvert pour trouver Hila debout sur le porche avec une valise. Hila a dit, grand-mère m'a conduit ici. Je lui ai dit que je voulais rentrer à la maison. Daniel a dit, chérie, nous en avons parlé. Vous êtes censé rester avec grand-mère jusqu'à Hila, dit, jusqu'à quoi? Jusqu'à ce que toi et maman aient fini de nous détruire. Sa voix était stable, mais ses yeux étaient rouges. J'ai 12 ans, papa. Je ne suis pas stupide. Elle le dépassa dans la maison. Hila a dit, je sais ce que tu as fait à maman. Je sais que le procès et l'argent et tout. Les enfants à l'école n'arrêteront pas d'en parler. Daniel ferma la porte, son cœur coulant. Daniel a dit, Lila? Hila a dit, je sais aussi ce que maman nous a fait. La tricherie, le mensonge, la planification de partir. Elle se tourna pour lui faire face. Rachel m'a tout dit après la sortie de l'interview de maman. Daniel a dit, Rachel n'aurait pas dû. Hila a dit, quelqu'un avait besoin de me dire la vérité. Vous m'avez tout démenti pendant des mois, prétendant que tout allait bien pendant que vous prévoyiez de vous détruire. Daniel s'agenouilla à son niveau. Daniel a dit, j'essayais de vous protéger. Hila a dit, de quoi? En sachant que mes parents sont des gens terribles qui se soucient plus de gagner que de moi? Les mots ont frappé comme un coup physique. Daniel a dit, ce n'est pas vrai. Hila a dit, n'est-ce pas? À quand remonte la dernière fois que vous avez demandé ce que je voulais?
À quand remonte la dernière fois que quelqu'un se souciait de ce que je ressentais à propos de tout cela? Daniel n'avait pas de réponse. Hila a dit, je veux vivre ici avec vous, pas à cause des ordonnances judiciaires ou des accords de garde, mais parce que c'est ma maison et que vous êtes mon père. Mais j'ai besoin que vous vous arrêtiez. Demanda Daniel. Arrêtez quoi? Hila a dit, arrête de blesser les gens. Arrêtez d'être en colère tout le temps. Arrête d'essayer de faire payer à maman tout ce qu'elle a fait. Sa voix s'est cassée. J'ai besoin de mon père. Celui qui m'a appris à faire du vélo et à aider à mes devoirs et n'a pas passé chaque nuit à planifier la vengeance. Daniel l'a tiré dans un câlin, sentant son petit corps secoué avec des larmes supprimées. Daniel a dit, je suis désolé, ma chérie. Je suis vraiment désolé. Demanda Hila, pouvez-vous vous arrêter? Pouvez-vous simplement laisser se terminer? Daniel a pensé aux emails du détective Tellu, au nouvel avocat de Melanie, aux preuves, aux enregistrements et à la documentation qu'il avait accumulée, et aux derniers mouvements qu'il avait prévus pour assurer sa victoire. Daniel a déclaré, oui, je peux arrêter. Cet après-midi, il a appelé Sandra Kroll et Marcus Webb, en train de ne pas avoir de la réunion. Traité avec le détective Tellu. Je sais que vous auriez pu l'insister pour avoir un avocat présent. Daniel a dit, je n'ai rien à cacher. Tellu a dit, j'espère que c'est vrai. Il a ouvert un dossier manille. Nous avons rouvert l'enquête sur l'accident d'Ellie Cranston. De nouvelles preuves suggèrent que l'échec du frein n'a peut-être pas été accidentel. Daniel a gardé son expression neutre. Daniel a demandé, quel genre de preuves? Tellu a déclaré, l'analyse microscopique de la ligne de frein montre des marques d'outils cohérentes avec la perforation délibérée. Le point de défaillance était précisément positionné pour provoquer une perte de pression maximale pendant le freinage lourd. Daniel a déclaré, on dirait que vous devriez parler à la mécanique de Monsieur Cranston. Les appels ont déclaré, nous l'avons fait. La voiture était perçue à l'avant. Entre le rendez-vous de service et le crash? Demanda Daniel. Vous pensez que c'était moi? Tellu a dit, je pense que vous aviez des motifs, des opportunités et des connaissances techniques pour provoquer exactement ce type d'échec. Daniel n'a rien dit. Tellu a dit, vous êtes un inspecteur du bâtiment, monsieur ROR. Vous comprenez les systèmes mécaniques, les protocoles de sécurité, les points de défaillance. Vous sauriez exactement comment saboter une ligne de frein pour provoquer un accident. Daniel a dit, je saurais aussi ce genre de falsification de preuves, a déclaré Tella. À moins que vous ne pensiez que vous étiez assez intelligent pour ne pas vous faire prendre. Tellu a sorti une photo, la voiture de sécurité de Techflow a montré le camion de Daniel dans la région où la voiture d'Ellie était parlée. Le jour de l'accident. Vous avez appelé officiellement les malades ce matin-là pour faire face à une urgence familiale. Mais ici, vous êtes dans le parking où se trouvait le véhicule de la victime. Daniel a étudié l'image. L'achpodation était claire, son camion identifiable, mais la photo ne l'a pas montré près de la voiture d'Ellie. Daniel a dit, je visitais ma femme au travail. Elle était bouleversée par une politique de bureau. Tal a dit, votre femme ne travaille plus là-bas. Daniel a dit, elle l'a fait alors. Dis-nous dire, mais elle n'était pas au travail ce jour-là. Nous avons vérifié. Elle avait pris une journée personnelle pour rencontrer Ellie Cranston dans un hôtel. Daniel sentit le piège se fermer autour de lui. Daniel a dit, puis je me suis trompé sur la raison pour laquelle j'étais là. Tellu a demandé, enquête. Analyse ADN des composants de frein, examen d'empreinte digitale du train de roulement, examen des images de sécurité supplémentaires. Il a fermé le dossier. Si vous le faisiez, monsieur ROR, nous allons le prouver. Daniel a demandé. Et si je ne le faisais pas, Tellu a dit, alors vous n'avez rien à vous soucier de Daniel. L'affection deviendrait le moindre de ses problèmes. Le licenciement complet de toutes les plaintes civiles et criminelles en échange d'un règlement raisonnable et d'une entente non divulgatrice. Sandra a demandé, à quel point est-elle raisonnable? Webb a déclaré, 200 000 $ et la garde conjointe de l'enfant mineur une fois qu'elle atteindra 14 et peut choisir elle-même. Daniel a presque ri. Menez. Votre fille grandira en sachant que son père est un criminel soupçonné. Daniel regarda Mélanie. Elle regardait ses mains silencieuses pendant que son avocat faisait des menaces. Daniel a demandé, qu'est-ce que tu veux, Mel? Vraiment? Elle leva les yeux, épuisement dans les yeux.
Mélanie a dit, je veux que ça finisse. Je veux avoir mon bébé en paix et l'élever quelque part loin d'ici. Je veux qu'il ait une vie normale avec un père qui n'est pas consommé par la haine. Daniel a demandé, et les 200 000. Mélanie a dit, j'ai besoin d'argent pour disparaître, pour recommencer quelque part, que vous ne pouvez plus me blesser. Daniel a pensé aux paroles d'Hila, à propos de l'homme qu'il deviendrait, de la maison vide latente, de lui, à propos de Télu et de la preuve qui pourrait non exister. La confession était vraie. Mélanie a dit, pour ce que ça vaut, je suis désolé pour tout cela. Demanda Daniel, êtes-vous? Mélanie a dit, je suis désolé d'avoir blessé Hila. Je suis désolé de vous avoir transformé en quelqu'un que vous détestez. Je suis désolé que tout se soit si mal passé. Daniel a dit, mais pas désolé que vous ayez triché. Elle était silencieuse un instant. Mélanie a dit, non, je ne suis pas désolé. J'ai essayé de trouver le bonheur. Je suis juste désolé de la façon dont je me suis prise. Daniel répondit, au moins, c'est honnête. Mélanie demanda, prendras-tu soin de toi pour Hila? Daniel répondit, j'essaierai. 3 jours plus tard, Mélanie donnait naissance à un garçon en bonne santé qu'elle prénomma Michael. Elle n'avait jamais mentionné de père sur l'acte de naissance. Une semaine plus tard, elle quittait Détroit avec son fils nouveau-né et $50 000, direction l'Oregon pour une nouvelle vie, où personne ne connaissait son histoire. L'inspecteur Télu appela la même semaine pour informer Daniel que l'enquête Cranston était close faute de preuves suffisantes. Les images de surveillance étaient trop granuleuses pour prouver une falsification. L'analyse ADN n'était pas concluante et, sans témoins supplémentaires, l'affaire ne pouvait pas avancer. Daniel raccrocha et ne ressentit rien. Ni soulagement, ni satisfaction, ni justification, juste un vide. Ce soir-là, Hila le trouva assis dans son bureau, les yeux rivés sur ses relevés financiers. Hila demanda, « Papa, ça va ?» Daniel répondit, « Je vais bien, mon cœur. » Hila dit, « Non, tu ne le es pas », elle s'est assise sur l'accoudoir de son fauteuil. « Mais peut-être que tu le seras. » Daniel a dit, « Peut-être. » Hila a dit, « Maman a appelé aujourd'hui de l'Oregon. » Daniel a levé les yeux. Daniel a demandé, « Qu'a-t-elle dit ?» Hila a dit, qu'elle m'aime et qu'elle est désolée pour tout. Qu'elle espère que toi et moi pourrons être heureux ensemble. Daniel demanda, « Qu'en penses-tu » Hila resta silencieuse un instant. Il a dit, triste, mais aussi soulagé, comme si on pouvait peut-être tous prendre un nouveau départ. Daniel demanda, « Ça te plairait ?» Hila répondit, « J'aimerais retrouver mon père, le vrai. » Daniel ferma les comptes et serra sa fille dans ses bras. Daniel dit, « Je vais m'en occuper. » 6 mois plus tard, Daniel vendit la maison et déménagea avec Hila à Grand Rapids, plus près de sa mère et plus loin des souvenirs. Il prit un emploi à l'inspection d'État. Moins d'argent, mais de meilleurs horaires. Du temps pour entraîner l'équipe de foot de Léla et l'aider à faire ses devoirs. Il ne s'était jamais remarié, n'avait jamais eu de relation sérieuse. Certaines blessures étaient trop profondes pour guérir complètement. Mais un samedi matin de printemps, en regardant Hila marquer le but de la victoire lors de son match de championnat, il ressentit quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis plus d'1 an, le contentement. Après le match, alors qu'il se dirigeait vers son camion, Hila demanda, « Papa, est-ce que tu te poses des questions sur Michael ?» « Et sur maman ?» répondit Daniel, « Parfois, » demanda Hila, « tu les détestes ?» Daniel pensa à Mélanie, dans l'Oregon, élevant seul le fils d'Ellie. À Ellie en fauteuil roulant, confronté à des années de kinésithérapie et de frais juridiques. À lui-même, d'âge moyen, recommençant à zéro avec une fille de 12 ans qui méritait mieux que l'homme qu'il était devenu. « Non, » dit-il finalement. « Je ne les déteste plus. »« Bien, » dit Hila en lui prenant la main. La haine pousse les gens à faire des choses terribles. Alors qu'ils rentraient chez eux à travers la campagne du Michigan, Daniel s'aperçut dans le rétroviseur. Pour la première fois depuis des mois, il ne reconnut pas l'inconnu froid et calculateur qui le regardait. À la place, il vit un père ramenant sa fille chez lui après son match de foot, prévoyant de s'arrêter pour une glace et peut-être louer un film. Un homme qui avait tout perdu et qui, d'une manière ou d'une autre, avait trouvé l'essentiel. Ce n'était pas la fin qu'il avait prévue. Mais peut-être pour la première fois de sa vie, c'était exactement le but. Cette nuit-là, alors qu'il dormait paisiblement dans sa nouvelle chambre, Daniel s'assit sur sa véranda et effaça chaque enregistrement, chaque photo et chaque document de sa campagne de vengeance.
Les preuves de sa victoire disparurent dans l'oubli numérique, ne laissant que le souvenir de ce qu'il avait été prêt à devenir pour gagner. Il avait obtenu sa revanche. Il avait anéanti tous ceux qui lui avaient fait du tort. Il avait gagné sans partage, et cela lui avait coûté tout ce qui comptait vraiment. Mais en regardant les étoiles au-dessus de grands rapides, en écoutant sa fille respirer paisiblement dans la chambre du dessus, Daniel Héroer comprit enfin la différence entre justice et vengeance, entre victoire et guérison. Demain, il se réveillerait et serait père. Il préparerait le petit déjeuner, aiderait au devoir et poursuivrait le lent travail de redevenir humain. La clause de résignation de son ancienne vie avait enfin pris effet. Et pour la première fois depuis le début, cela lui semblait une victoire suffisante.